De retour en direct et en public sur France 5 avec Camille Girard et avec Thomas Snegarov. 20h30, l'enquête de ces politiques sur un fléau qui n'épargne pas la France, l'homophobie. D'un côté des chiffres et une violence alarmante, de l'autre des secteurs qui se mobilisent, comme le monde du football ce week-end, et une parole des victimes qui se libère petit à petit. Reportage poignant et avec nous en plateau deux figures du foot français qui se battent pour que les choses changent. L'ex-footballeur Vicage Dorasso et une voix légendaire du foot à la radio, Jacques Vendroux. Au sommaire également les excuses de Bayer, le géant mondial de l'agrochimie, propriétaire du groupe Monsanto et de ses produits au glyphosate. Monsanto qui a affiché des dizaines de personnalités et dont les méthodes de lobbying sont de nouveau au cœur de l'actu cette semaine. Maxime Darquier est allé enquêter à Bruxelles, terrain de jeu préféré des lobbies. Et Thomas Snegarov s'est plongé dans les livres pour comprendre les mécaniques des lobbies. Ce sera le conseil de lecture. C'est politique, la suite avec ce soir la journaliste qui dénonce les méthodes de Monsanto depuis une dizaine d'années. J'accueille Marie-Monique Robin. Bonsoir Marie-Monique Robin, soyez la bienvenue. Installez-vous, je vous en prie, journaliste d'investigation, lauréate du prix Albert Londres, réalisatrice de nombreux documentaires. Depuis une quinzaine d'années, Marie-Monique Robin, vous enquêtez sans relâche sur l'impact des géants de la biotechnologie sur notre alimentation, sur notre santé, sur la biodiversité également, ce qui vous a amené à vous intéresser aux pesticides et donc aux géants des pesticides, aux géants de l'agrochimie, Monsanto. Vous avez signé plusieurs enquêtes majeures. En 2008, la première enquête avec un retentissement mondial qui s'appelait Le Monde selon Monsanto, un film et un livre au succès donc planétaire. 2011, Notre poison quotidien. 2017, ce livre, Le Roundup face à ses juges. Et vous avez vous-même, ce qui fait que vous êtes encore plus au cœur de l'actu, Marie-Monique Robin, été fiché par la fameuse agence qui travaillait pour Monsanto, fiché en tant que strong opponent, c'est-à-dire opposante farouche au glyphosate, mais bon, considéré en quelque sorte comme une cause désespérée, qu'il est impossible... Indécrottable sur mon blog. Voilà, impossible de faire changer d'avis. Totalement indécrottable. J'assume. On va parler de cette affaire et des méthodes des lobbies ce soir avec vous, Marie-Monique Robin. Un mot de vous pour commencer. Vous êtes une journaliste chevronnée. Vous avez, je crois, voyagé dans plus de 130 pays partout dans le monde. Et je vous ai déjà entendu dire, j'ai choisi ce métier pour changer le monde. Est-ce que vous avez le sentiment d'y être arrivé ou pas encore ? Vous savez, il y a un verre là, Ouais. alors il est plein. Mais vous voyez ce que je veux dire Quand je suis un peu pessimiste, je dis non, finalement ça ne servirait à rien et je ferais mieux de tout arrêter. Je pense de temps en temps et faire autre chose. J'ai plein d'autres choses à faire, il n'y a pas de problème. Et puis parfois, je me dis quand même... vous voyez, vous parliez du Monde selon Monsanto, le livre est traduit en 25 langues, le film est passé, je ne sais même pas dans combien de pays, parce que c'est impossible de le savoir. Il a été piraté dans des langues improbables, bengali, wolof, et j'en suis très fière. Un jour, Arte m'a dit que c'était l'un des documentaires les plus piratés de l'histoire. Je suis vraiment très, très fière de ça. Voilà. Alors, et je me dis, finalement, il y a 10 ans, personne ne savait qui était Monsanto, et quand même, bon, voilà. Alors, évidemment, Monsanto est toujours là, quoique, hein. Vous savez, là... Oui, on va en parler tout à l'heure. Ça sent le roussi pour Monsanto et Bayer. Donc voilà, il y a 2 ou 3 histoires où j'ai fait des films où il y a eu un impact. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails forcément, mais où il y a vraiment eu un impact. Alors après, il faut rester quand même modeste. Quand on vous demande si vous êtes militante, vous répondez « bah oui, je le suis ». Et d'ailleurs, tous les journalistes devraient l'être. Bah ouais. Vous savez ce que ça veut dire, milito en latin ? Je l'ai appris en vous lisant. Voilà, ça veut dire je pars en guerre contre. Moi, je pars en guerre contre les mensonges institutionnels, contre les manipulations. Et donc, je pense que tous les journalistes devraient se revendiquer comme militants ou comme lanceurs d'alerte. Nous sommes le 4e pouvoir, vous le savez, n'est-ce pas ? Donc, les 3 autres, ils sont censés œuvrer pour le bien commun, l'intérêt général. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif. Eh bien, nous, la presse, on a une mission particulière, c'est quand même celle aussi d'œuvrer pour l'intérêt général. Voilà, c'est comme ça que je considère ce métier. Alors, ça peut paraître ringard, je suis d'accord. Non, pas vraiment. J'aurais pas dit ça, Thomas. Non, et du coup, ça vous inquiète de voir des groupes de presse tomber entre les mains d'industriels ? Ah oui, bien sûr. On a besoin d'une presse indépendante. Et je l'ai vu parce que je fais partie de cette génération. Vous voyez, ça fait 35 ans cette année que j'ai une carte de presse. J'ai vu l'évolution, comment la télévision a été privatisée, les journaux sont tombés entre les mains de vendeurs de béton. Vous voyez, c'est pas quand même une garantie pour la qualité de notre métier, vraiment. Donc oui, je trouve ça très inquiétant. Et maintenant, tout est imbriqué en plus. Donc les mêmes multinationales que moi, dont je dénonce le comportement antidémocratique, parce qu'au final, c'est ça qui est en jeu, c'est quand même notre démocratie, sont liées par des actionnaires, vous voyez, par le système de financiarisation de l'économie,
à ceux qui contrôlent les médias. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même, c'est pas une bonne nouvelle. Marie-Monique Robin, vous êtes une fille d'agriculteur qui a grandi dans un petit village des Deux-Sèvres. Mais vous avez commencé votre carrière de journaliste en vous intéressant à des sujets qui n'ont aucun rapport avec l'agriculture. Votre prix Albert Londres, par exemple, c'était pour un documentaire sur les voleurs d'organes d'enfants en Amérique du Sud. Pas que d'enfants, mais... Ça a été quoi le déclic qui vous a fait vous passionner pour ce sujet des pesticides? Alors en fait, moi... j'ai choisi ce métier, comme vous l'avez dit, de manière très prétentieuse pour changer le monde. Hein, voilà. On va faire court. Donc, je me suis toujours intéressée aux droits de l'homme. Alors, je préfère dire droits humains. Hein, voilà. Et en fait, si vous mettez les lunettes des droits humains, vous pouvez tout regarder à travers ces lunettes. Vous voyez Et logiquement, alors les droits humains, au départ, ça a été beaucoup pour moi les victimes de dictatures en Amérique latine. Vous voyez, une conception plus classique, finalement, des droits humains. Mais finalement aussi... tout ce qui concerne l'environnement et l'écologie, l'agriculture, qui contrôle notre assiette, les semences, c'est un droit humain fondamental. Donc, logiquement, petit à petit, je me suis un peu spécialisée quand même, il faut le dire. Ouais. J'en ai fait un paquet de films et de livres là-dessus, sur cette question du modèle agro-industriel et de son impact, et de la question de la souveraineté alimentaire, de l'écologie, et puis donc évidemment le climat, la biodiversité. Enfin, là, en ce moment, pour moi, c'est d'abord en plus... c'est tellement évident que c'est une urgence. Parfois, je m'énerve. Franchement, je pique des crises toute seule. Hein. Je me dis, mais pourquoi est-ce que toutes les télés ne s'arrêtent pas quand vous entendez le rapport sur la biodiversité récemment, il y a 15 jours, quand on vous annonce que 60% des vertébrés ont disparu au cours des 40 dernières années, 30% des oiseaux en 15 ans, et qu'il n'y aura plus de primates avant 2050 si on ne change pas notre modèle économique de production et de consommation, et qu'il ne se passe rien, parce que, excusez-moi, je ne dis pas que nous, les journalistes, on ne fait pas ce qu'il faut, mais pourquoi on ne s'arrête pas, comme on a fait pour le 11 septembre, tout arrête. Vous voyez, c'est énorme, vous vous rendez compte? Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle on est assis, et on ne sait pas si l'humanité va survivre à ça. Et je trouve assez étonnant, finalement, l'espèce d'inertie, quand même, même s'il y a une prise de conscience qui monte, mais enfin, quand même, elle n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, inertie, mais le glyphosate, on en parle de plus en plus. Le glyphosate a été, pour plusieurs raisons, au cœur de l'actu des derniers jours, Marie-Monique Robin. Vous, ça fait plus de 10 ans, je disais, que vous dénoncez la dangerosité du glyphosate. Mais là, en 2019, la campagne des Européennes, dans cette campagne, le glyphosate est devenu un thème de campagne. Tout le monde en parle, Camille. Mais alors, qui est pour, qui est contre, qui dit quoi sur le glyphosate? Alors, l'interdiction du glyphosate, beaucoup de candidats partagent cet objectif. Tout est dans la question de comment on y arrive, dans quel temps et comment ça va se faire. Il y a Huffington Post qui a classé, qui a réalisé un classement de ce que les partis défendent. Et donc, il y a d'abord les partis qui défendent une interdiction immédiate chez eux. C'est très clair, plus de glyphosate et dès demain, si possible, c'est Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Place Publique et le Parti Socialiste et Génération de Benoît Hamon. Ensuite, il y a la catégorie d'après. C'est pour une interdiction, mais datée. On se laisse du temps, on se laisse un petit peu de temps. Donc là, on retrouve En Marche d'ici 2021 et on retrouve également les Républicains ou les Patriotes de Florian Philippot. Et puis alors, il y a ceux qui sont pour une interdiction. Mais alors là, on ne sait pas vraiment quand, il n'y a pas de date. Souvent, ce qui est dit, c'est le plus vite possible. Donc chacun y verra sa date. Là, on trouve le Rassemblement National, le Parti communiste et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Marie-Monique Robin, c'est une sorte de victoire idéologique pour vous, le fait que ce soit devenu un thème de campagne, le glyphosate? Alors, oui, mais ça serait encore vraiment mieux si c'était interdit. Parce que quand même, on est en face d'un dossier, moi ça fait, vous l'avez dit, 12 ans que je travaille là-dessus. Les dossiers, les études, là, vous voyez, si vous voulez que j'ai les déballes, c'est énorme. Hein. Et moi, je travaille pour... Je préférais finalement dire il n'y a pas de problème avec cette substance, d'autant plus qu'elle est partout dans l'air, dans l'eau, dans les sols et dans les aliments. Ce serait une bonne nouvelle. Je roule pour personne, vous voyez ce que je veux dire? Je passe 2 ans et je dis bah oui, il faudrait l'interdire. Je dis pas ça comme ça, voilà. Donc, après un dossier pareil, c'est hallucinant de voir que il n'est toujours pas interdit et qu'on est encore en train de se dire ouais, peut-être encore un petit peu, on va encore attendre un petit peu, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous voyez? Donc, d'un côté, oui, encore une fois, c'est toujours pareil. Hein, voilà, c'est bien parce que les gens aussi savent aujourd'hui, tout le monde parle du glyphosate. C'était un truc, personne ne savait. Il y avait des gens, ils n'arrivaient même pas à prononcer le mot, ils disaient glyphosate. Vous voyez, il y avait des trucs, j'ai entendu des trucs comme ça. Alors maintenant, ça y est, tout le monde dit bien comme il faut, dans le bon ordre. Et, mais n'empêche que les politiques ne font pas leur job. Hein. On a même
un sénateur, Monsieur Pierre. Medevielle, Ah ouais, vous voulez, ah bah oui, on va en parler tout à l'heure, on va parler. On va lui mettre la médaille à lui. Hein. On va y revenir tout à l'heure. C'est d'ailleurs l'actu de la semaine, cette fameuse liste révélée par Le Monde et par France 2, liste réalisée par une agence de communication qui s'appelle Fleishman Hillard, à la demande de Monsanto, et qui recense des personnalités, alors des personnalités politiques, des scientifiques, des journalistes. À chaque fois est indiquée leur position sur les pesticides, leur opinion sur Monsanto. Bon, ça, on peut se dire que ça pourrait être le travail de Monsanto, mais sont aussi indiqués des éléments personnels et intimes, leurs loisirs, leurs adresses, leur numéro de téléphone, y compris s'ils sont sur liste rouge. Et dans ces documents qui ont fuité, on apprend aussi que l'agence a pointé 74 cibles prioritaires divisées en plusieurs groupes. Alors il y a les alliés, les potentiels alliés à recruter, ceux qui sont à éduquer, entre guillemets, et ceux qui sont à surveiller. Vous êtes, on le disait, opposante farouche, indécrottable, etc. etc. Mais est-ce que vous avez été surprise par ces révélations de France 2 et du Monde, Marie-Monique Pas du tout. Déjà, dans le Monde sur le Monsanto, pour un autre produit, c'était Monsanto aussi, hein, c'était les PCB, il y avait aussi une liste similaire, et notamment de scientifiques, je me souviens, de l'INRA, etc., qu'on pouvait convaincre. Enfin, donc, non, je ne suis pas du tout surprise. Ça fait partie de ce qu'un Britannique a appelé les dirty tricks, hein, les coups tordus de Monsanto. Alors, la liste, elle est longue. Hein. Moi, je salue le travail fait par Le Monde et France 2, parce que c'est bien, hein, on rajoute, et à un moment on dit peut-être ça suffit, peut-être là, il y en a peut-être assez, là, vous voyez, on pourrait peut-être, c'est quand même grave. Ben non, la liste est très longue, hein. C'est incroyable, mais ils font ce que l'industrie du tabac a fait pendant des décennies. D'ailleurs, ils se sont inspirés de ce que l'industrie du tabac a fait. Moi, je raconte ça dans notre poison quotidien. Ils fabriquent du doute. D'accord ? Et c'est un boulot à temps complet. Et ils dépensent des millions de dollars pour vous enfumer. Vous, par exemple, vous, une personne importante, on vous écoute. Non, mais je veux dire, si, voilà. Pour vous enfumer, et enfumer les politiques, enfumer tout le monde. Voilà. Alors, il y a plein de techniques pour ça. Je ne sais pas si vous voulez... Il y a plein de techniques. Vous en avez dressé la liste sur votre blog il y a quelques jours, la liste de ces fameux coups tordus. Ouais. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, Thomas Snegaroff a trouvé le livre qui fait référence sur l'impact des lobbies sur notre vie démocratique. C'est le conseil de lecture. Ah oui. Thomas, un livre au titre assez clair, Lobbytomie. Le livre qu'il faut avoir lu pour comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer, comment fonctionnent les lobbies, mais plus encore, comment ils parviennent à imposer leur vue aux consommateurs et aux politiques. Alors ce livre, il est l'œuvre d'une journaliste du Monde, Stéphane Aurel, et le titre et la couverture, en effet, posent déjà clairement le lieu où ça se joue, notre cerveau. Lobbytomie, lobotomie, et puis on voit effectivement l'illustration avec le cerveau. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a parfois l'impression que les lobbies sont surtout puissants depuis quelques années, mais l'auteur nous montre que tout est en place dès le lendemain de la Première Guerre mondiale. Pas la Seconde, la Première Guerre mondiale. L'homme qui a pensé tout ça, il s'appelle Edward Bernays, c'est le neveu de Sigmund Freud, et sa connaissance de la psychanalyse, elle va lui être bien utile, non pour soigner les névroses comme son oncle, mais pour manipuler les masses, utiles quand on devient comme lui publicitaire. Alors comment fabriquer du consentement, c'est-à-dire pousser les gens à acheter quelque chose, c'est le propre de la publicité, hein. Regardez cette pub, vous en parliez, du tabac, pour Lucky Strike, elle est l'œuvre de Bernays, on est en 1930, il y a une chose que les lobbies ne vont cesser d'utiliser jusqu'à aujourd'hui, l'argument d'autorité. Ici, des milliers de docteurs, 20 679, qui disent fumer des Lucky Strike, c'est moins irritant. Il y a d'autres pubs où on les voit carrément fumer. Et l'argument d'autorité, le médecin, la blouse blanche. Alors depuis, cet appel aux blouses blanches, médecins, mais aussi scientifiques, vous l'évoquez, c'est un grand classique de la part des lobbies. Mais il y a une autre dimension de l'action des lobbies qu'évoque l'auteur, mais à laquelle Bernays n'avait pas fait allusion, parce que ce n'est pas vraiment du ressort de la pub, c'est ce que vous évoquiez, la fabrique du doute. Et là encore, les blouses blanches, les scientifiques sont très utiles pour instiller le doute sur leur échoué par des scientifiques corrompus. Il entre dans la tête du consommateur qui s'en sert pour ne pas avoir à remettre en cause ses pratiques, genre rouler avec un moteur diesel, prendre l'avion pour aller pas très loin ou désherber son jardin avec du Roundup. Pour combattre l'action nocive des lobbies, encore faut-il savoir
comment il fonctionne. Et c'est le grand mérite de ce livre que je ne vous offre pas, parce que je suis sûr que vous l'avez déjà, livre de Stéphane Aurel. Ce livre s'appelle « Lobotomie ». C'est à la découverte. Et donc, il y a donc ce livre de Stéphane Aurel, Lobotomie, et puis il y a donc la liste des coups tordus que vous avez publié sur votre blog. Alors, ça rejoint aussi un peu ce qu'a dit Thomas, mais comment on fabrique du doute? Par exemple, on utilise des faux journalistes. Ouais. C'est quoi un faux journaliste, Marie-Monique Robert? Alors, un faux journaliste, c'est par exemple, on prend le cas du professeur Gilles-Éric Sieralini, vous savez, qui a eu une campagne extrêmement virulente contre lui. Et il y a à Londres un centre qui s'appelle Science Media Center, le centre des médias scientifiques. Ça fait vachement bien. Ça fait sérieux. Ça fait sérieux. En fait, quand tu regardes derrière, eh bien, c'est 70% des industries de la biotechnologie qui financent ce truc. Hein, donc voilà, c'est un instrument de lobbying. Et quand tu veux casser un scientifique qui t'embête, on va dire ça gentiment, eh bien, ce centre a à disposition toute une série de vrais scientifiques. Hein. Par exemple, Bruce Chassy, professeur émérite de l'université de l'Illinois, c'est Chicago, c'est pas rien. Hein, qui est un vrai professeur. Qui est un vrai professeur, qui est un type connu. Hein, voilà. On découvrira après qu'il a touché je ne sais plus combien de milliers de dollars pour faire une citation, en fait, pour dire quelque chose. Là, en l'occurrence, contre Sieralini. Il n'a pas vu l'étude, il n'a rien fait. Et cette citation de Bruce Chassy est reprise par d'abord Forbes, qui dans ce jeu joue souvent, enfin moi je le dis clairement, parce que franchement, très souvent, roule pour l'industrie et les yeux fermés. Donc, ils vont... Repris par la revue Forbes, qui est une revue qui est... Et puis après, même d'autres... Le New York Times a repris ça, s'en est excusé après, parce que ils n'ont pas... Enfin, j'imagine, hein, quand tu es dans une rédaction, tu travailles, voilà, il y a la pression, etc., tu ne vérifies pas si Bruce Chassy a dit ça. L'argument d'autorité. Voilà, exactement, l'argument d'autorité. Alors c'est ça, par exemple, les faux journalistes. Il y a eu un autre exemple ce week-end de faux journalistes. C'était un procès qui opposait à San Francisco. En mars dernier, Bayer Monsanto a un utilisateur du Roundup, le produit de Monsanto, et une femme d'une trentaine d'années se faisait passer pour une journaliste alors qu'elle était en réalité consultante pour un cabinet de conseil. Voilà, bon, ça, c'est un autre exemple, bien sûr. Ça peut être aussi... moi, j'ai vu dans le cas du glyphosate, des faux journalistes, c'est-à-dire qu'ils n'existent même pas physiquement, en fait, ce sont des faux noms, hein, qui sont utilisés par un centre, un site internet lié à Monsanto, et qui vont faire courir, ils appellent ça la propagande virale, en fait. Hein, alors, parfois avec des vraies fausses citations, enfin, etc. Donc ça, c'est l'une des techniques. Mais il y a les faux journalistes. Les faux scientifiques, donc. Il y a aussi ce que vous appelez les paysans fantômes. Voilà. Alors, il y a les faux auteurs aussi, les faux auteurs et les faux scientifiques. Alors, les faux auteurs, allez-y. Ah ouais, c'est ce qu'on appelle en anglais le ghost writing. Ça a été révélé par les Monsanto Papers. Je rappelle que c'est des documents internes de Monsanto qui ont été déclassifiés dans le cadre des procès qui ont lieu actuellement aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, Monsanto fabrique une étude, mais elle est faite de telle manière, alors sur le glyphosate par exemple, elle est faite de telle manière que le résultat sera positif pour le glyphosate. Et je ne rentre pas dans les détails, mais là, il y a plein de tricks pour concevoir une étude de telle manière, le protocole, qu'au final, le résultat sera positif. Et ensuite, elle va chercher un scientifique, encore une fois, un vrai, qui met son nom dessus et qui est payé, bien sûr. Ils ne s'en vendent pas, mais il est payé. On paye son droit à l'image, quoi. Voilà, Bon. alors on me dit, une étude faite par monsieur machin, la Bruce Chassy, si on prend le même, super. Cette étude arrive entre les mains des agences de réglementation. Et ça, c'est comme le tabac. Voilà comment on entretient une fausse polémique scientifique. En fait, on vous dit souvent, ouais, mais c'est pas encore... on n'est pas sûr, hein, vous savez, on n'est pas vraiment sûr. Le glyphosate, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. En fait, c'est une fausse polémique scientifique qui est entretenue par ce genre d'études. Alors après, l'EFSA, c'est pas des courageux, en plus, l'EFSA. Hein, donc l'EFSA, après, l'agence européenne, autorité européenne de sécurité des aliments. Elle va dire, tiens, il y a une étude qui dit qu'il n'y a pas de problème. On va peut-être attendre encore une autre étude. Et puis ça dure. C'est ce qu'on a fait encore une fois. Avec le tabac, c'était la même technique. Ça, c'est les faux auteurs. La fabrique du doute. Et juste, les paysans fantômes, ça paysans fantômes, ça c'est extraordinaire. Ça, c'est Greenpeace, c'est le Nouvel Observateur qui ont révélé ça il y a quelques mois. Il y a une agence irlandaise, cette fois-ci, Red Flag Consulting, qui a mis en ligne un site d'une centaine d'agriculteurs français avec leur nom et tout, qui étaient soi-disant des gens qui étaient des agriculteurs qui défendaient... Des agriculteurs pro-glyphosate. Voilà, pro-glyphosate, voilà, à fond. Et là, ils ont, donc, nos confrères de l'Obs et puis Greenpeace ont révélé que là-dedans, il y avait des agriculteurs. Il y en avait qui étaient morts déjà, pour commencer. Donc, voilà. Et puis, certains qui s'étaient retrouvés au Salon de l'Agriculture, qui avaient signé un truc, parce que voilà... Et
ils se sont dit, mais attends, moi, je ne suis pas là pour... Voilà. Donc ça, c'est encore une autre technique. Alors, des faux paysans, il y en a eu beaucoup. Ils vont avoir recours... moi, j'ai vu ça dans le cadre des OGM en Inde, des paysans qui payent très cher, et pour ensuite aller partout... alors, parfois, c'est des faux paysans, c'est même pas des vrais paysans. Enfin, bref. Bref. C'est absolument incroyable. Vraiment, hein. Alors Marie-Monique Robin, à une semaine, on est à J-7 des élections européennes, cette polémique du fichage de Monsanto, elle interroge aussi une nouvelle fois sur l'indépendance des institutions européennes, vous en parliez, et elle met un peu plus encore au jour l'importance des lobbies et des jeux d'influence, et en particulier le cabinet qui travaille pour Monsanto, Fleischmann Hillard. Cette semaine, Maxime Darquet est allé mener l'enquête à Bruxelles, sur le terrain. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, salut Maxime. Alors, cette polémique, elle a donc mis au jour les pratiques illégales. On en parle depuis tout à l'heure de ce cabinet de lobbying, bien connu dans le monde des affaires, donc Fleischmann Hillard. Oui, Fleischmann Hillard, c'est l'un des leaders mondiaux du lobbying et c'est aussi l'ennemi juré des ONG qui scrutent les multinationales et leur influence sur les politiques européennes. Alors à Bruxelles, cette semaine, j'avais rendez-vous avec Nina Holland, une chercheuse qui travaille pour l'une de ces ONG. Nina Holland, elle m'a proposé de faire un lobby tour dans les rues de la capitale européenne. Ici, c'est vraiment le coin des grosses boîtes des mercenaires du lobbying. Donc ça veut dire des entreprises, conseils de lobbying, des spécialistes de lobbying. Et si une entreprise a un gros budget, ils peuvent acheter leurs services. Mais là, il y a Fleischmann Hillard. Et ça, c'est le boîte de lobbying le plus gros en termes de dépenses en ce moment à Bruxelles. Et il travaille pour Bayer et Monsanto. Alors à Bruxelles, les bureaux de Fleischmann Hillard, ils ne se trouvent pas n'importe où, Karim. Ils se trouvent dans un endroit stratégique. Vous allez le voir. Là, c'est le siège de Fleischmann Hillard, le lobbyiste de Monsanto. Et quand on marche un peu, à seulement 500 mètres, on arrive devant le Parlement européen. Alors on a fait le chemin ensemble avec Nina Holland. Il nous a fallu 4 minutes chrono à pied pour arriver au Parlement européen. Vous marchez très vite aussi. Moi, je marche super vite. Mais ça favorise quand même cette proximité géographique. Elle favorise la proximité entre Fleischmann Hillard et les eurodéputés. Et chez Fleischmann Hillard, on assume au grand jour son travail d'influence auprès de ces eurodéputés. Regardez cette publicité que vous pouvez retrouver sur YouTube et qui martèle le slogan de l'entreprise. Un slogan assez étonnant, vous allez le voir, le pouvoir du vrai. True is the horizon that draws us forward, inspiring ideas that pull people together with magnetic force. The more the world comes together, the more we will leave our mark through the power of true. Alors le pouvoir du vrai au service de la vérité des clients de Fleischmann Hillard, bien sûr, dont Monsanto. Et ces poids lourds de l'industrie chimique comme Bayer, Monsanto, ils sont prêts à payer le prix fort pour s'attacher les services du lobbyiste. Chaque année, ils versent plus de 40 millions de dollars. Et ça, c'est uniquement pour le lobby au Parlement européen et rien qu'au Parlement européen. Alors ces sommes astronomiques, elles sont astronomiques donc comparées au budget des ONG. Et pour Nina Holland, ça, ça fausse complètement le débat démocratique. Dans environ 30 000 lobbyistes qui sont ici permanentement, il y a environ 3/4 qui travaillent pour la grande industrie. Ça rend très difficile le débat citoyen. Les citoyens ne sont souvent pas au courant de tous les dossiers qui sont discutés. Même les ONG présentes à Bruxelles ne sont pas capables de suivre en détail tous ces dossiers-là. C'est impossible. Alors bien mieux informé, bien mieux implanté et beaucoup mieux financé. Ce n'est pas tous les jours facile pour les ONG de rivaliser avec ces cabinets de lobby. Mais à Bruxelles, je vous rassure, il y a quand même quelques bonnes nouvelles sur le front de la transparence. Il y a 3 mois, les eurodéputés ont voté pour un changement du règlement intérieur du Parlement. Désormais, les élus qui travaillent sur des rapports parlementaires, ils ont l'obligation de publier la liste de toutes les réunions qu'ils ont avec les lobbies. Aussi dingue que ça puisse paraître, jusqu'à maintenant, ce n'était pas obligatoire. Marie-Monique Robin, c'est intéressant aussi de voir qu'à Bruxelles, il y a des lobbies, mais il y a aussi des gens qui se battent, des ONG qui se battent aussi pour la transparence. Moi, je suis dans leur fichier, comme vous avez dit. On m'a demandé est-ce que je porte plainte contre Monsanto Bayer. Mais moi, j'ai dit non, j'ai envie de porter plainte contre eux. Fleischmann est là, et Publicis d'ailleurs, parce que notre petite boîte française, là, elle est restée un peu... voilà. Parce que finalement, c'est eux qui sont payés pour faire un sale boulot. Et voilà, et moi, c'est contre eux, je le dis, parce que je vais prendre rendez-vous avec un avocat cette semaine, parce que c'est contre eux que je vais porter plainte. Moi, c'est pas contre Monsanto Bayer. Finalement, s'il n'y avait pas ces agences qui acceptent de faire ce boulot, ce sale boulot, disons-le clairement, eh bien,
on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est, non. Donc voilà. Thomas, puisqu'on parle de plaintes en justice, alors il y a beaucoup de plaintes qui vont être déposées en France. Paul François, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, a annoncé qu'il allait porter plainte, par exemple, lui, contre Monsanto Bayer. Aux États-Unis, la justice américaine a la main très lourde, Thomas, contre le groupe Bayer-Monsanto, au point qu'on se dit que l'avenir de la maison mère Bayer est peut-être menacé. Alors c'est encore en appel, mais il y a un couple qui a reçu 2 milliards. En tout cas, Monsanto a été condamné à verser 2 milliards de dollars, 1 milliard par individu du couple, parce qu'ils avaient utilisé du Roundup en tant que jardinier du dimanche. Alors, en fait, ce qui est menacé, vous avez raison, c'est l'image d'abord de Bayer. Bayer, c'était historiquement une entreprise qui avait une très bonne image de probité. C'est quand même eux qui ont déposé le brevet de l'aspirine en 1899. Et puis, ils ont racheté, et c'est aussi votre œuvre, Monsanto, Monsanto, l'entreprise la plus détestée du monde. Donc, il y a déjà un problème d'image. Et puis, c'est aussi la valeur de l'entreprise qui est en cause, en danger. Le groupe a perdu 40 à 45% de sa valeur depuis les scandales. Et le groupe Bayer-Monsanto, qui a fusionné, vaut désormais moins que le prix qu'a déboursé Bayer pour acheter Monsanto. Et puis derrière ça, donc forcément, ça grince en interne. La stratégie de la direction, et notamment du PDG Werner Baumann, qui a été nommé en 2016 pour réaliser précisément le rachat de Monsanto, eh bien, c'est remis en question, évidemment, au point d'ailleurs qu'on se demande si la liste sur laquelle vous êtes, elle n'a pas été un peu faite fuiter par des gens de chez Bayer qui ne veulent absolument pas de cette fusion. Oui, c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a, vous savez, il y a 13 000 plaintes. Parce que moi, quand je faisais le Roundup face à ces juges, j'avais la première qui a porté plainte. Son procès n'a pas encore eu lieu. Il faut rappeler que ce sont tous des agriculteurs, des jardiniers qui souffrent d'un lymphome non-Hodgkinien, parce que c'est ce type de cancer pour lequel il y a le plus de données scientifiques solides, comme on dit. Et bien, ils sont 13 000 maintenant. Vous savez, si ça continue comme ça, alors évidemment qu'ils vont aller jusqu'au bout, ça va prendre des années parce qu'ils vont faire appel, puis après ça ira en cassation, puis après vous savez qu'à la Cour suprême américaine, M. Trump s'est arrangé pour mettre en place des juges qui vont plutôt dans le sens des multinationales. Mais n'empêche, il est fort possible, il n'est pas exclu en tout cas, que finalement, ils soient en danger de disparition. Il faut quand même préciser que le groupe Bayer s'est excusé cette semaine. Mais vous les pensez sincères ou pas Non. Dans notre poison quotidien, je montre comment Bayer et BASF, d'ailleurs, leur copain allemand qui fait de la chimie aussi, utilisent le même genre de dirty tricks que Monsanto. Alors Monsanto, on va dire... De coups tordus, on le dit. Voilà, de coups tordus. Ils cumulent tout, alors voilà, ils sont devenus un symbole. Mais il n'empêche que Bayer, c'est pareil. Vous savez, Bayer, c'est quand même le producteur des insecticides tueurs d'abeilles. Et c'est pareil, si vous plongez dans ce dossier, vous verrez à quel point ils mentent, ils manipulent. Donc voilà. Non, je n'ai vraiment aucune sympathie. Si vous voulez en savoir plus sur le Roundup, sur le glyphosate, sur Monsanto, il y a ce livre, votre dernier, Marie-Monique Robin, le Roundup face à ces juges, c'est aux éditions de la Découverte. Vous restez avec nous. Si vous nous rejoignez sur France 5, vous êtes devant C'est politique et on va maintenant s'intéresser à un fléau qui fait de plus en plus de victimes en France. Ce fléau, c'est l'homophobie. Les chiffres révélés cette semaine par l'association SOS Homophobie sont accablants. Entre 2017 et 2018, les agressions homophobes signalées à l'association ont augmenté de 66%. 62% des homosexuels affirment ne pas oser se tenir la main en public de peur des représailles. Une femme est agressée chaque jour parce qu'elle est lesbienne. Mais face à ce climat de haine et d'insécurité, de plus en plus d'initiatives voient le jour, comme dans le football par exemple, qui se mobilisent ce week-end pour que l'homophobie recule dans les stades. Avec nous pour parler de ce combat fondamental contre l'intolérance, j'accueille l'une des responsables de l'association Urgence Homophobie, un journaliste qui incarne le football à la radio et une star du ballon rond, engagée depuis très longtemps dans ce combat. Marine Giner-Dufour, Jacques Vendroux et Vikash Dorasso sont ce soir les invités de C'est politique. Bonsoir à tous les trois. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est politique. Marine Giner-Dufour, vous êtes porte-parole de l'association Urgence Homophobie. Merci d'être avec nous ce soir. On dit bien Giner-Dufour, comme je vais vous parler toute la soirée. C'est bien que je sois sûr de votre nom. Vikash Dorasso, bonsoir. Merci. Ancien joueur pro qui a fait des beaux jours du Havre, de Lyon, avant de jouer notamment au PSG, au Milan AC. 18 sélections en équipe de France, c'est bon? J'en ai pas oublié? 52. Oh là là là. 92. Non, 50. Ouais. Il peut me dire ce qu'il veut, vu que j'ai noté 18. Non, consultant pour l'équipe et pour Yahoo aujourd'hui, et citoyen très engagé, passionné par la politique, par les questions de société, et notamment par cette question de l'homophobie depuis très longtemps. Vous avez notamment été parrain du Paris Foot Gay de 2005 à 2013. Merci d'être avec nous ce soir. Jacques Vendroux,
Voix légendaire, parlez-nous un peu là. Voix légendaire du football à la radio. Comment ça va? Ah voilà, c'est bien vous. Journaliste. Est-ce que tout va bien? Journaliste à France Info et à France Bleu, mais aussi coach du Variété Club de France, qui est une équipe qui rassemble des personnalités et d'anciens joueurs pros. Équipe qui jouait cet après-midi avec comme capitaine d'un jour un certain Johan Lemaire, qui est réalisateur d'un documentaire sur l'homophobie dans le monde du football dont on a beaucoup parlé cette semaine. Et vous avez porté ce brassard là que vous avez emmené. J'ai apporté le brassard que tous les capitaines de Ligue 2 et de Ligue 1 ont porté ce week-end. Voilà. Ouais. Pratiquement tous. Oui, pratiquement tous. Voilà. Il y en a quelques-uns qui sont un peu dégonflés. Marine Ginière-Dufour, même s'il y a eu quelques-uns qui se sont dégonflés, on a vu des gens, on voit Cavani derrière moi qui a porté ce brassard en début de match. Est-ce que vous dites ça va dans le bon sens, le monde du foot se réveille enfin? Je ne pense pas qu'avec un brassard, le monde du foot se réveille. Enfin, on a eu les superbes lacets multicolores il y a quelques temps. Ça reste des lacets. Là, les brassards, ça a été un petit peu mitigé parce que on apprécie le geste, on trouve ça bien, ça va vers le bon sens. Effectivement, faut saluer cette initiative, mais voilà, là, tout ce qu'on a retenu pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui l'ont porté. Il y en a qui l'ont enlevé en cours de match, il y en a qui ont refusé de le porter. Donc, on attend le rapport sur ce qui s'est passé et ce que ça a fait concrètement de mettre des brassards. Et pourquoi, d'après vous, certains ont refusé de le porter? Vous le savez ou pas? Écoutez, donc on travaille avec une association qui s'appelle Rouge Direct, qui travaille dans l'homophobie dans le sport. Et d'après le rapport et les chiffres, il y a un footballeur sur 2 professionnels qui serait homophobe et qui le dirait ouvertement. Donc voilà, c'est quand même la moitié de la population footballistique qui est homophobe. Donc on comprend tout de suite pourquoi les gens ne portent pas. Vikesh Dorassos, les chiffres sont impressionnants. Il y avait une enquête de 2013 qui disait que 41% des joueurs pros avaient un problème avec l'homosexualité. C'est pour cette raison-là que vous vous êtes mobilisé, Vikesh Dorassos? Non. C'est pourquoi? Non, c'est parce qu'on m'avait demandé de parrainer le Paris Foot Gay et j'ai tout de suite accepté. Et quand je suis devenu parrain de cette équipe, j'avais pas ressenti ça dans le vestiaire, moi. Vous étiez au PSG à l'époque? Oui, oui. Et d'ailleurs, le PSG était aussi travaillé avec le Paris Foot Gay. Et j'avais le sentiment que ça avait été bien vu par mes partenaires, que je devienne parrain de cette équipe. Et l'histoire montre que ça ne progresse pas. Ouais. Il faut continuer à se battre et se mobiliser. Parce que 2013, vous disiez, c'est vrai que c'est un milieu un peu arriéré. Par certains côtés, le monde du foot. Être homo dans le monde de l'art ou du cinéma, c'est commun. Dans le foot, ça ne l'est pas. Peut-être c'est plus difficile. L'histoire, Jermaine Dafoe, c'est un joueur qui s'est suicidé. Son histoire, elle est un peu folle. Est-ce que c'est lié à son homosexualité ou pas? En tout cas, quand il a fait son coming out, ensuite, il a été exclu des équipes et de fil en aiguille, il s'est suicidé. Oui, c'est plus facile de faire son coming out dans certains milieux. Moi, je ne suis pas homosexuel, je soutiens les homosexuels, mais si j'avais été homosexuel, est-ce que j'aurais fait mon coming out? J'en sais rien. Je ne veux pas me mettre à leur place. Et c'est difficile, ouais, parce que on doit être viril, macho, et c'est pas lié à si t'es homosexuel, t'es pas viril, t'es incapable de jouer au foot, c'est ce qu'il faut, évidemment. Donc c'est voilà. En tout cas, faut se battre, faut combattre. Et juste un truc. Allez. Moi, j'ai pas confiance en les instances. Je vois ce qui se passe dans le racisme, je vois ce qui se passe dans l'homosexualité. Ils ne font rien, quoi. Je veux dire, un brassard, c'est rien du tout. Donc à un moment, c'est les joueurs, en tout cas ceux qui sont sensibles à cette cause et à d'autres causes, qui doivent se mobiliser ensemble et faire quelque chose de très fort. Il y a des joueurs qui n'accepteront pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui vont accepter. Et c'est ceux-là qu'il faut mobiliser. Les anciens joueurs comme nous, je parle du racisme aussi, moi je suis prêt à faire des choses d'envergure. Et le seul truc qui fait peur à ce monde business, c'est d'arrêter de jouer. Il n'y a que ça. La grève. Si on ne montre plus les publicités, vous savez pourquoi on met des amendes aux joueurs qui enlèvent les maillots? Parce que pendant ce temps-là, on ne voit pas la publicité. C'est pas parce qu'on... c'est parce qu'ils sont torse nu. C'est juste ça, quoi. Et c'est que ça qui fait peur. Si demain, tous les joueurs noirs décident ensemble, et avec tous les joueurs blancs, évidemment, parce que c'est notre histoire commune, de ne plus jouer et de tuer ce business, ils peuvent le faire. Et c'est pareil pour l'homophobie. Jacques Vendroux, comment vous réagissez, vous qui avez quand même pris cette initiative aussi aujourd'hui, quand on vous dit un brassard, ça change pas grand-chose. Il y a un point de départ. Il y a un point de départ, et je serais tenté de dire que enfin les instances du football ont décidé de tenter quelque chose contre l'homophobie, contre le racisme aussi. Ils tentent. Voilà, c'est pas simple parce que Vikesh a raison, c'est un milieu qui est très fermé, qui est très macho. Mais moi, je suis sûr et certain, pour en avoir parlé avec un certain nombre de joueurs qui jouent actuellement
ou qui sont en équipe de France et qui ont été championnes du monde, je suis sûr qu'ils seront prêts à évoquer le problème. Et je suis sûr que, Vika, je vais être d'accord avec moi, parce qu'avant de les approcher, vous passez par des agents, vous passez par des avocats, vous passez par des conseillers techniques. Alors imaginons qu'un grand joueur dise, voilà, je suis homo. Mais qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es en contrat avec l'un des plus grands clubs du monde, tu as une proposition d'un autre grand club du monde. Tu vas jamais y aller. Ils vont jamais te prendre parce que tu as dit officiellement que tu es homo. Mais rien que ça, c'est hallucinant. Ouais. Mais c'est scandaleux. On est au XXIe siècle. Moi, je me suis lancé modestement dans cette histoire contre l'homophobie et contre le racisme, parce que d'abord, j'ai des parents qui m'ont appris ce que c'était. Donc, j'ai été élevé et donc j'ai essayé de transmettre. J'ai fait la connaissance, par le biais du Variété Club de France, de Johan Lemaire. J'ai vu Johan Lemaire, j'ai écouté Johan Lemaire, il est venu jouer avec nous depuis 9 ans. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Ramayad un jour me téléphone et me raconte l'histoire de Johan Lemaire. Je l'avais plus ou moins vu dans les journaux. Qui était ministre des Sports à l'époque. Qui était secrétaire d'État du gouvernement de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Et donc, Ramayad m'appelle, on en parle, etc. Je vois à Paris à plusieurs reprises Johan Lemaire. Il me raconte son histoire. Il me dit, est-ce que je peux venir? Et je lui dis, viens jouer avec le Variété. Je l'amène, c'était à Mency. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en septembre 2000. Voilà. Et donc, 2010, pardon. 2010, ouais. 2010. Et donc, il vient, tout le monde est dans le vestiaire. Personne ne le connaît. Je le présente à tout le monde. Je dis, voilà son histoire, patati patata. Il ne peut pas jouer parce qu'il a dit qu'il était homosexuel dans une équipe des Ardennes. Tous les types du Variété, ils ne sont pas mieux que les autres, hein, les types du Variété, mais toi, tu as eu la même réaction avec les joueurs du Paris Saint-Germain quand tu étais engagé, etc., se sont levés et ont applaudi. Je me dis, c'est un départ. Évidemment que c'est très long. Et pour terminer, je supplie qu'il y ait un problème de racisme prochainement et que les joueurs qui sont sur le terrain décident de quitter le terrain sans demander l'avis de personne. C'est-à-dire que les 22 acteurs qui sont sur le terrain, eh bien, quittent le terrain, rentrent dans le vestiaire, et ils en subiront quoi? Il n'y aura aucune conséquence, sauf qu'il y aura un cas particulier. On en parlera dans le monde entier. Ce que disait Vika, c'est aussi aux joueurs de se mobiliser à titre personnel. On va continuer à en parler de l'homophobie qui touche le monde du sport, mais elle ne touche pas que le monde du sport. L'homophobie, elle touche malheureusement toutes les strates de la société, des zones rurales aux quartiers populaires, en passant par les milieux religieux. Elle n'est pas nouvelle, cette homophobie. Mais aujourd'hui, de plus en plus de victimes osent prendre la parole, témoigner, porter plainte contre leurs agresseurs, parfois au péril de leur vie. Homophobie quand la parole se libère. C'est un reportage signé Johan Malka et Stéphanie Coquelet. Il ne visait que des hommes qui étaient homosexuels. Mes agresseurs ont 15 ans, 17 ans et 18 ans, donc très très jeunes. C'était pas moi qu'on visait personnellement, on visait vraiment une communauté. Et je pense que dans leur tête, ils se disaient ça fera toujours celui-là en moins. La haine des homosexuels, c'est l'histoire de Kevin. Il y a 2 mois, il rencontre un homme sur Internet. Mais leur premier rendez-vous est un guet-apens. Il est poignardé par 3 adolescents. Ils ont gâché leur vie pour rien. Ils n'ont absolument rien tiré de bénéfique, en fait, dans leur acte. Le poumon de Kevin est perforé sur 10 cm. Le jeune homme est un miraculé. En fait, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à regarder moi-même, en fait. Je suis obligé de dissocier mon tatouage et ma cicatrice. Je peux pas... J'arrive pas à regarder les deux en même temps, en fait. De voir tout cet amour, en fait, qui est souligné d'un trait de haine, c'est... j'ai du mal. Ça bug dans ma tête, en fait, quand je vois les deux ensemble. Dès sa sortie de l'hôpital, Kevin a une obsession, que les mentalités changent. Et pour lui, le combat commence dans les commissariats. Il y a des gens qui disent qu'ils sont allés au commissariat pour porter plainte et on les traite de femmelettes, en gros, en disant bah alors, on s'était pris une petite claque dans la tête? Hein? Ça n'a pas dû faire du bien? On prend pas les plaintes comme on devrait les prendre dans les commissariats. Et les sensibiliser à ça, déjà, ça serait un grand pas.
il y a urgence, comme le montrent ces images chocs sur Internet. Désormais, les victimes d'homophobie affichent leur visage tuméfié pour dénoncer ce fléau. En 2018, les agressions homophobes ont augmenté de 30%. Stop Homophobie, bonsoir. Chez Stop Homophobie, les bénévoles répondent aux victimes 24 heures sur 24. Les appels d'urgence y sont de plus en plus nombreux. J'ai mon ami qui vient de se faire agresser devant moi. Un groupe de 4 ou 5 personnes qui nous ont frappés là. Ils ont perçu qu'on était homosexuels. D'accord. Ça s'est très très mal passé. On a réussi par la suite à s'enfuir. Vous avez appelé la police? On va aller faire le signalement, mais je tenais à vous appeler avant parce que j'avais peur qu'ils ne prennent pas forcément nos plaintes. Non, ok. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne? Oui, ça pourrait être positif, oui. Vous voulez que je vous envoie quelqu'un maintenant? D'accord, merci beaucoup. À tout de suite. Bon courage. En Gironde, une jeune lesbienne est séquestrée par sa famille. Sa voisine alerte l'association. En fait, ce qui se passe, c'est que la fille, elle est mineure, elle a 16 ans. Elle va plus en cours de réunion. Son frère avait dit que si tu pars, on te retrouvera et on va te tuer. Moi, tu m'avais demandé une aide psycho et hébergement. J'ai trouvé. Maintenant, c'est à elle de décider. Hein. Ok, on se tient au courant. Plus tard. Insultes, agressions physiques. Le fondateur de Stop Homophobie a lui aussi affronté cette violence. 48 heures plus tôt, Terence Katchadourian a été frappé en bas de chez lui. Ce soir-là, devant notre caméra, il apprend l'arrestation de son agresseur. Ils m'ont contacté, l'AFP, ils ont eu le commissariat et ils ont dit que l'auteur de ton agression, il est interpellé. Là, en fait, ils l'ont embarqué. Ouais, c'était vite. Ouais, ça a été vite, là. Parce que, après, ouais, c'est ça, c'est parce qu'on a rendu l'affaire publique, quoi. Je suis un peu surpris, en fait. Je suis juste un peu surpris. Je travaille en permanence, 24 heures sur 24, pour secourir les gens. Et je m'attends pas à descendre dans la rue et me faire démonter par un voisin, quoi. On donne notre vie en permanence. Vraiment, vraiment, on donne notre vie. Stop Homophobie veut mettre la pression sur le gouvernement. Sa cible ce jour-là, c'est le ministère des Sports. Des centaines de milliers de clubs, des millions de licenciés. Un terrain propice à l'homophobie. Je pense aussi qu'on partage la même cause, mais vous affirmez de mon côté vraiment le soutien plus que d'une ministre, celui d'une mère avant tout, qui n'a pas envie que ses enfants vivent dans une société intolérante. Mais pour les associations LGBT, la communication du ministère n'est pas à la hauteur. Filles, garçons, plein de beurre ou blanc, handicapés ou gays ou les deux en même temps. La campagne Execo, un clip pour lutter contre les discriminations dans le sport, sans jamais prononcer le mot homophobie. Face aux grands frissons. La campagne Execo, alors vraiment, franchement, c'est passé, ça n'avait aucun intérêt. Ça n'a été vu par personne. Juste pourquoi préciser votre idée? Pourquoi vous dites aucun intérêt? D'abord, parce que lui, il a raison. En fait, d'abord, vous ne ciblez pas du tout le problème de l'homophobie, même si vous dites que vous le faites. D'abord, siffler. Enfin, tous ces trucs qui font un peu symbolique, avec des punchlines, siffler contre l'homophobie, etc. C'est joli peut-être pour vous, mais ça n'a aucun effet sur personne. Et les jeunes qui sont en question, vous ne les ciblez pas du tout, vous ne les comprenez pas. L'homophobie en France, c'est des insultes dans les stades et des menaces de mort dans certaines familles. Ce jour-là, nous retrouvons Farid. Bonjour. Il a rendez-vous avec son avocat. Farid a peur pour sa vie. Son frère, musulman radicalisé, menace de le tuer. J'ai un de mes frères qui m'a menacé de mort, je vais t'égorger, je vais te mettre... Mes frères sont tous fichés S, hein. Espèce de sale pédé. Et là, j'ai pété un câble, parce que c'était pas là. J'ai grandi dans les insultes de sale pédé, sale pédé, sale... J'ai dit, ouais, je suis pédé, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a fait que votre frère, d'un coup, s'est mis en tête d'être encore plus virulent avec vous? Parce qu'après tout, vous vivez votre vie. Mais j'ai porté plainte contre eux, et là, ça a été le... Même ma mère, elle m'a plein d'insulter. Ma mère, elle a dit à une femme dans le quartier, si on l'attrape, on l'enterre vivant. Et je vous jure qu'elle le ferait. Je vous dis ça avec le sourire parce que je la connais. Ma famille, c'est des tarés. Et mon frère, et je sais qu'il le fera, il me tuera. Farid a déjà porté plainte une dizaine de fois contre son frère. Dégradation d'appartement, ça c'est la dernière. Ah, mais vous imaginez, ça fait plus d'1 an que je porte plainte.
J'en suis à 16 plaintes. J'ai entendu parler des difficultés qu'ont les femmes victimes de violences conjugales à déposer plainte, à voir aussi leurs plaintes prospérer. On a même des exemples de femmes qui sont mortes alors même qu'elles avaient déposé des plaintes. Le problème, c'est quand est-ce qu'on doit intervenir pour éviter le drame. D'accord ? Donc vous êtes un peu dans cette situation. La première urgence, c'est, monsieur, de vous mettre à l'abri. Et ça, c'est pas la police qui va le décider, c'est pas le procureur, c'est vous-même. Malgré les plaintes à répétition, aucune enquête n'a été ouverte. Pour échapper à sa famille, Farid a décidé une nouvelle fois de déménager. Reportage de Johan Malka pour ces politiques assez édifiants. Vicage Dorasso, quand vous voyez ce reportage, quel sentiment vous il faut se battre, continuer à se battre. La ministre, elle a interpellé. On parle dans le foot, hein, voilà, moi je suis pas. La mission de service public de la fédération, qui est sous la tutelle du ministère, j'imagine, la Ligue, ont une mission de lien social et de vivre ensemble. C'est une mission qui est fondamentale, qui est première. La fédération, elle n'a pas le but de gagner la Coupe du Monde. C'est pas ça le but premier, c'est que la masse vive ensemble, fasse des choses ensemble. Et donc, elle doit avoir une mission aussi de lutter contre ces discriminations. Ça doit être un but primordial. Et ça l'est pas. Alors, ils nous font mettre ça, ils donnent bonne conscience, et puis après, on passe à autre chose. Ce qui s'est passé en Italie avec le racisme, c'était ça aussi récemment avec le petit Moïse Keane, là où il n'y a rien eu au niveau de l'État, au niveau de... Jacques Vendroux, sur ce qu'on vient de voir, D'abord, je pense qu'il ne faut pas non plus diaboliser systématiquement les personnes qui sont en place, que ce soit la Ligue, la Fédération. Non, mais c'est mon avis à moi, en tous les cas. C'est, je veux dire, ou la ministre des Sports, parce que d'abord, il y avait des ministres avant, il y avait un président de fédération avant, il y avait un président de Ligue avant. Donc tout ça, je veux dire, il ne faut pas non plus diaboliser actuellement les personnes qui sont en place. Le boulot a été fait en partie, mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est, je veux dire, là, on fait un constat en disant il y a encore du racisme, il y a encore beaucoup d'homophobie dans le sport. Mais est-ce qu'on réfléchit de temps en temps un petit peu qu'il y a un point de départ ? Le point de départ, c'est les parents. Le point de départ, après, c'est l'école. Après, vous avez les éducateurs dans le football. Après, vous avez les éducateurs dans les centres de formation. Moi, je veux bien qu'on accuse. Sauf que, je veux dire, les parents, moi, mes parents ou les parents de Vikash, on nous a appris, Arrêtez de me citer, s'il vous plaît, les parents de Vikash. Non, mais laissez mes parents. Non, mais ils vous ont appris, vous ont appris les bonnes choses de la vie. Ouais. On est bien d'accord. Bon, ben moi, ils m'ont appris les bonnes choses de la vie. Donc, je veux dire, moi, je veux bien, mais si les parents font pas le boulot, si les parents font pas le boulot, moi, j'y suis pour rien. Je veux dire, c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet qui est beaucoup plus grave qu'on l'imagine. Marine Ginière-Dufour, au-delà du sport, quand on dit que la parole se libère, est-ce que c'est juste ou pas ? Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'homosexuels, de lesbiennes osent parler ? Bien sûr, la parole se libère. Les gens se sentent plus en sécurité de parler parce qu'il y a un effet de masse. Il y a aussi le fait que les associations, nous, on pousse beaucoup les gens à parler, à aller porter plainte. C'est aussi pour ça que les chiffres augmentent. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, évidemment, les chiffres sont élevés parce que il y a beaucoup d'agressions homophobes. C'est pas que parce que les gens parlent, mais ça joue. Les gens parlent de plus en plus. Maintenant, mettre une photo sur les réseaux sociaux, quand je vois les photos qui sont passées dans le reportage, ça fait toujours aussi mal de voir ça, on en reçoit tous les jours. Mais il n'y a pas que les photos, il n'y a pas que les agressions physiques. La parole, elle se libère aussi sur Internet et pas qu'en positif. C'est-à-dire qu'il y a des victimes qui vont dire « je me suis fait agresser dans la rue hier, on m'a traité de sale pédé ». Mais il y a aussi tous les gens qui traitent de sale pédé sur les réseaux sociaux. Et il y a toutes ces insultes-là qui sont vraiment insoutenables en ligne, principalement. Camille, nouvel exemple. Oui, un nouvel exemple d'acte homophobe et d'ailleurs aussi signalé sur les réseaux sociaux. Ça s'est passé ce week-end à La Roche-sur-Yon et il y a le centre LGBT de Vendée qui a mis une vidéo en ligne. Il y avait une journée qui était consacrée à la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et il y a une groupe de vingtaine de personnes dénoncées par l'association en question comme faisant partie de la Manif pour tous qui a dégradé le stand et qui a crié des insultes. Selon vous, est-ce que la Manif pour tous, ça a dégradé la situation ?
Évidemment. La manif pour tous a énormément dégradé la situation. En fait, dès qu'il y a une question politique, sociale, de donner des droits aux homosexuels, là on voit ça avec la PMA aujourd'hui, mais ça a commencé avec la manif pour tous en 2013, 2012, 2013. Évidemment, il y a une place qui est immense dans le débat pour l'homophobie, vu que tout le monde veut donner son avis et tout le monde le donne. Ce qui fait qu'il y a eu une hausse mais phénoménale des agressions homophobes en 2013. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Stop Homophobie a commencé à énormément travailler. Voilà, il y a eu un vrai problème à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est paniqué du report de la loi bioéthique de la PMA parce qu'il se passe exactement la même chose. Aujourd'hui, on laisse des gens parler. En gros, du coup, vous êtes horrifié du report parce que du coup, vous vous dites que ça va durer des mois et des mois. Bien sûr, déjà, ça dure déjà depuis des mois et des mois. Il y a des promesses quand même qui ne sont pas tenues. Alors on comprend, hein, là en ce moment, il y a les européennes, là il y a toujours les gilets jaunes, il y a d'autres priorités. Mais en attendant, il y a quand même des gens qui se font agresser tous les jours, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. C'est important pour les familles. Là, on parle de personnes, c'est pas que des chiffres. Et le problème, c'est que ne pas avoir de gestes forts de la part du gouvernement, comme virer Agnès Thiel de la République En Marche, Agnès qui dit Thiel, des propos, une députée En Marche, qui est déjà passée en commission, qu'on a laissé passer, qui tous les jours insulte la communauté LGBT sur les réseaux, c'est plus possible. Ne pas enlever la Légion d'honneur du sultan du Brunei qui est en train de lapider des homosexuels. C'est complètement délirant. Il faut des gestes forts du gouvernement et de Marlène Schiappa notamment. Sultan de Brunei, qui, c'est l'une des bonnes nouvelles, si on peut dire ça comme ça, de la semaine, c'est qu'en fait, Camille, il a reculé devant la mobilisation, notamment. La mobilisation générale. On pourra en parler pendant encore pas mal de temps ce soir. Il faut qu'on rentre. Merci beaucoup d'être venu, Marine Ginière-Dufour, ce soir. Merci, messieurs. Le brassard, il est là. Ce n'est peut-être qu'un début, mais en tout cas, effectivement, ça va peut-être faire réfléchir beaucoup de gens qui nous regardent et qui vont dans les stades le week-end, cette question de l'homophobie. Merci beaucoup. Avant de rendre, je cherche ma fiche, Vikash Dorasso. Je précise que vous avez préfacé. Il va y avoir du sport pour l'association Cartooning for Peace, 60 dessins de presse édités chez Gallimard. Voilà, c'est donc préfacé par Vikash Dorasso. Marie-Monique Robin, merci beaucoup d'être venue. Je signale ce livre, Sacrée Croissance, en poche, qui vient d'être réédité en poche. Merci de nous avoir éclairés, d'être venu nous parler des lobbies, du glyphosate. C'était un plaisir de passer ce temps avec vous. Merci Jacques Vendroux. On vous retrouve donc sur France Info et sur France Bleu, c'est très important, il faut toujours le dire. Merci à vous tous. Dimanche prochain, juste un mot, pas de C'est politique, pour cause d'élections européennes, c'est la règle les jours d'élection. On va se retrouver le mardi 28 mai à 20h50 pour une grande soirée spéciale C'est politique, donc 2 jours après les européennes. Pas une soirée électorale classique, non, un film, je vais le dire, exceptionnel, réalisé par une certaine Camille Girard, qui suit depuis plusieurs mois cette bataille en coulisses. Film documentaire suivi d'un grand débat avec des intellectuels qui nous ont éclairés cette saison dans ces politiques. On va essayer tous ensemble de prendre un peu de hauteur 48 heures après les résultats. Merci à vous tous. Mardi 28 mai, 20h50. D'ici là, à très bientôt, quoi. Ciao. D'ici là, à très bientôt. Voilà. L'art de finir. Il n'y a pas de musique, il y a grève de la musique. Mais